France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde, un jour à Gaza ce soir. Now the latest on the crisis in Gaza. The U.S. organized more food drops there today. American C-130 cargo planes dropping desperately needed aid to La hundreds of télévision thousands of américaine qui Palestinians. annonce le largage de denrées alimentaires sur Gaza. Bonsoir Fabrizio Carboni. Bonsoir. Vous êtes le directeur Moyen-Orient du Comité international de la Croix-Rouge. Les appels au cessez-le-feu immédiat ne prennent pas malgré la pression internationale. L'extrême sud de la bande de Gaza continue à être bombardée. Rafah où s'entassent presque 1 500 000 personnes aujourd'hui reste sous la menace d'une offensive majeure. Vous au CICR, c'est aussi vers vous qu'on se tourne lorsqu'on parvient à faire sortir des otages, ce qui ne s'est pas produit depuis très longtemps. Je me suis demandé très sincèrement, Fabrizio Carboni, comment j'allais commencer cette interview parce que cette désespérance et cette impasse-là, j'ai l'impression que c'est la même et qu'on en parle maintenant depuis des semaines. Est-ce que vous savez décrire ce qu'est la bande de Gaza aujourd'hui ? C'est intéressant que quand vous avez préparé cette interview, vous ne savez pas comment vous alliez commencer, parce que moi, je ne savais pas ce que j'allais vous répondre. Parce que j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des mots. C'est-à-dire déjà au mois de novembre, décembre, on parlait de crise, de situations intenables. J'ai l'impression qu'on a décrit la crise humanitaire sous tous ses angles. On a déjà dit qu'on avait atteint une limite dans ce que les populations pouvaient subir et dans notre capacité à répondre. Et aujourd'hui, on est fin mars, début avril, et je sais plus comment décrire cela. Ça veut dire que vous n'avez jamais rien vu de pareil, en fait ? C'est toujours difficile de comparer, parce que bon, on a quand même eu la Syrie, il y a le Soudan aujourd'hui, il y a le Congo. Ce qu'il y a, c'est que c'est extrêmement médiatisé, et puis c'est important de raconter et d'expliquer. Et on a tellement parlé, on a tellement raconté, on a tellement expliqué, on a tellement montré, qu'on arrive dans une situation où la grammaire de la communication atteint ses limites. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans une situation de presque guérilla humanitaire. C'est-à-dire, on est toujours sur la brèche à trouver la moindre opportunité pour sortir de nos bases, de nos maisons, d'essayer d'atteindre des populations civiles, de nos hôpitaux qui sont, nos équipes chirurgicales qui sont 24 heures sur 24 en action. Mais on atteint une limite. Et justement, comment ça marche, très sincèrement ? Quel accès vous avez ? Comment la population a accès à vous ? Quelle liberté de mouvement vous avez ? Comment, de toute façon, vous, le CICR, vous arrivez à travailler en ce moment ? À qui vous parlez ? Gaza est un champ de bataille. Et normalement, les humanitaires ne travaillent pas dans le champ de bataille. Je veux dire, les humanitaires ne sont pas dans les tranchées en Ukraine. On travaille à 1 km, 2 km, 5 km du champ de bataille où les gens fuient, où les gens sont détenus, où les gens sont pris en otage, où les gens ont besoin de services médicaux. La spécificité de Gaza, c'est qu'on travaille au cœur du champ de bataille. Donc, pour nous, pouvoir travailler avec un minimum de sécurité, c'est chaque mouvement. Mais sortir de la maison, c'est coordonner avec les forces armées israéliennes. Chaque mouvement. Ça veut dire on appelle et on dit attention, nous sortons de la maison, voici qui nous sommes, voici combien nous sommes, voici combien nous sommes habillés, comment nous sommes habillés, par exemple, vraiment ? Non, on passe dans ce détail-là, parce que je crois il y a des, je crois que ils savent où nous sommes, ils savent ce que nous avons, mais oui, il y a une notification du mouvement, une notification de l'action, et puis on a ou on n'a pas des feux verts. Et puis une fois qu'on a ces feux verts, on sait toujours pas ce qu'on va trouver quand on sort. On peut tout d'un coup se retrouver au milieu de combats, on peut se retrouver devant une route qui n'existe plus. Donc il y a cette action et improvisation permanente. Et puis le dernier point, il faut savoir que nos déplacements sont accompagnés systématiquement par des experts en déminage. Parce qu'on trouve soit des explosifs, des bombes qui n'ont pas explosé. Il y a des bâtiments, on ne sait pas très bien s'ils sont stables, pas stables. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a des explosifs. Donc c'est extrêmement compliqué et c'est vraiment une situation extrême. Vous dites, Fabrizio Carboni, on a ou on n'a pas le droit de bouger. Est-ce que ça veut dire qu'en plus, vous avez rarement le droit de bouger, ou est-ce que assez régulièrement, si vous dites là nous allons sortir, nous allons à tel endroit, vous obtenez au moins cette autorisation ou pas ? Oui,
je crois qu'on peut bouger. Maintenant, c'est une situation de conflit. Donc nous, on s'attend pas non plus à avoir des feux verts en permanence. On est conscient, on est sur un champ de bataille, on est sur une situation de conflit. Les gens se battent, il y a des activités militaires permanentes. Donc on entend aussi qu'il y ait parfois des restrictions, et c'est ce qu'on attend aussi. Et à l'intérieur de la bande de Gaza, à qui vous parlez ? Alors, bon, évidemment, on parle, comme je l'ai dit, aux autorités israéliennes, mais puis ensuite, on parle avec la personne responsable de l'hôpital, on parle avec, par exemple, des comités qui se forment pour travailler sur des sources d'eau qui fonctionnent encore, pour les faire, pour s'assurer que ça continue à fonctionner. Donc, il y a une espèce on s'adapte à l'environnement dans lequel on est, et on parle avec qui est en face de nous et est capable de faciliter notre travail et surtout de faciliter l'accès des populations palestiniennes à nos services. Alors, on va y venir effectivement, mais est-ce que j'imagine que vous demandez régulièrement à avoir accès aux otages pour s'occuper de leur santé, etc. Là, c'est quoi les canaux en fait ? Est-ce qu'il faut parler à ceux qui négocient, c'est-à-dire enjamber vers Doha que ça revienne ? Est-ce que vous avez des interlocuteurs sur place ? Est-ce que comment ça se passe quand vous demandez ? Et j'allais vous demander aussi est-ce que vous le demandez tous les jours ? Voilà. Laissez-nous approcher les otages. Alors, donc. Situation classique, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les violences, pas spécifiquement après le 7 octobre, mais en général, directement, on perd le contact avec la frange armée du Hamas. Directement. C'est un classique, c'est toujours comme ça, parce que, selon leur point de vue, tout contact avec eux les expose. Donc, pour nous, pouvoir engager, c'est via Doha, qui ensuite répercute les informations sur le terrain. Pour ce qui est des otages, je crois que notre position elle était claire quelques heures après le 7 octobre. C'est illégal. Les personnes, il n'y a rien à négocier. Ces personnes doivent être libérées. On devra avoir accès et les personnes doivent avoir accès à l'assistance humanitaire. Maintenant, on le voit bien avec les négociations qui ont lieu actuellement. Ce n'est plus un enjeu humanitaire, malheureusement. C'est devenu un enjeu politique, c'est devenu un enjeu militaire, et la nature des négociations qui ont lieu aujourd'hui, il y a plus grand chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un espace pour le CICR aujourd'hui, parce que simplement, nous, on va pas négocier quelque chose qui pour nous n'est pas négociable. Maintenant, je répète, c'est une situation de conflit. Pour que nous puissions travailler, il faut qu'il y ait une cessation des hostilités. Je veux dire, on a déjà eu des collègues qui sont morts, on est prêt à prendre des risques, on prend des risques qu'on n'a jamais pris ailleurs. Le fait d'avoir du staff aujourd'hui à Gaza... Combien d'ailleurs ? On a 130 staff. Et une grande partie de ce staff n'est pas uniquement là pour les otages, mais est aussi là pour les otages. Parce qu'il faut savoir que quand il y a une libération, ça ne peut être fait que par des non-palestiniens. Donc par vous ? Exact. Vous disiez tout à l'heure que vous parliez de votre difficulté à bouger. Est-ce que vous avez les moyens de bouger au-delà de ce sud de la bande de Gaza ? C'est-à-dire d'aller chercher là où on dit même qu'il y a des vraies poches de famine un peu plus au nord de cette bande de Gaza. Est-ce que vous avez les moyens d'approcher ces populations-là ? Est-ce que vous les avez quasiment perdues de vue, hélas, depuis ces dernières semaines ? C'est un accès irrégulier. On est retourné à Gaza, donc Gaza, la ville de Gaza dans le nord. Bon, il faut aussi savoir que nos résidences ont été endommagées, nos bureaux ont été endommagés, il reste plus grand-chose à l'intérieur, donc et puis on voit le niveau de destruction. Nos collègues qui sont retournés dans nos bureaux n'ont même plus su comment y aller, parce qu'il n'y a plus de route, il n'y a plus de bâtiments, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. On a vu des choses extrêmement préoccupantes. En termes de famille, conditions humaines, en termes de conditions de vie, de santé, principalement, et puis aussi d'accès à la nourriture. Alors, utiliser le mot famine, c'est un mot technique, donc il faut vraiment, à notre avis, être attentif quand on utilise ce concept-là, parce que c'est quelque chose qui a des conséquences. Quoi qu'il en soit, famine ou pas, c'est une situation qui est juste intenable, et nous, on le voit dans nos hôpitaux. On le voit quand on travaille dans un hôpital où on a notre équipe chirurgicale. On voit très bien les conditions dans lesquelles les gens blessés arrivent chez nous. Et puis, souvent, on ne sait pas très bien s'ils meurent des conséquences directes du conflit ou simplement de leurs conditions de malnutrition et de santé. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Est-ce qu'on sait dire, là, au moment où on se parle, combien de camions parviennent toujours à rentrer dans Gaza ?
C'est irrégulier d'un jour à l'autre, 100, 130, 60. En tout cas, c'est très loin de ce qui est nécessaire. Et je crois que c'est aussi important. Oui, parlons des camions, parlons du parachutage, parlons des routes maritimes, mais l'enjeu, je veux dire, n'est pas fondamentalement là. Est-ce qu'on est bien d'accord que la population civile à Gaza doit avoir accès à des services essentiels et que cet accès à des services essentiels ne peut pas être conditionné par des considérations politiques, voire militaires. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus ? Parce que je crois que le fond du problème est celui-là, c'est le droit des conflits armés. Quand j'entends parler de la crise à Gaza, il y a des considérations émotionnelles que je respecte et on doit respecter. Il y a des considérations militaires, il y a des considérations politiques. Et puis en général, arrivent en conclusion des considérations humanitaires. Et je crois que c'est important de rappeler que tous les États ont convenu que le cadre de référence numéro 1 en situation de conflit, c'est le droit des conflits armés. Tous les États ont convenu que la protection des populations civiles n'était pas conditionnée par le politique ou par l'humanitaire. Et aujourd'hui, c'est là où on est. Et je crois que c'est important, et je crois que c'est aussi important pour les journalistes, pour les médias, de prendre comme point de départ le seul cadre possible, qui est celui du droit des conflits armés, qui n'est pas optionnel et qui est juridique. Vous le disiez, effectivement, le problème, c'est pas tellement ni les camions, ni le largage, ni l'éventualité d'un port qui serait mis par les Américains, d'ailleurs, pour nourrir la population, et encore que, d'ailleurs. Est-ce que, au final, ça vous aide ? Et surtout, est-ce que ça nous amène peut-être à autre chose ? Parce que on sait bien que l'aide humanitaire peut pas venir par Israël, puisque politiquement, c'est impossible. L'aide humanitaire ne sera pas distribuée par le Hamas, parce que politiquement, c'est extrêmement compliqué aussi. Donc, les largages, un port extérieur, ça permet aussi d'internationaliser cette aide et d'en faire venir beaucoup plus et dans de meilleures conditions, y compris politiques. Est-ce que au fond, vous dites allez-y, larguez, parce que à minima ça nous aide? Alors, je valorise la dimension symbolique des choses. Je crois que le largage, et je crois que les États qui sont derrière les largages d'aide humanitaire sont à ce niveau-là assez transparents. Aucun de ces États n'a l'illusion ou fait croire qu'ils vont résoudre le problème avec ça. Ils sont clairs. Donc symboliquement, c'est important. Maintenant, ça ne résout pas fondamentalement le problème à Gaza. Et puis là, on a sur un autre enjeu qui est ce glissement des États et du politique qui ne peuvent pas faire face à la situation politique et militaire. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On parle de l'humanitaire. L'humanitaire est un substitut au politique et au militaire. Et c'est vrai à Gaza, mais c'est vrai dans plein d'autres conflits. Ouais. Mais là, particulièrement, notamment lorsque les Américains vont installer un port, sachant que ce sont aussi ceux qui fournissent les armes, on est exactement dans ce que vous êtes en train de dire, dans cette incroyable contradiction qu'on a quand même rarement vue ailleurs. Si. Je ne sais pas si c'est une contradiction, je crois que c'est la complexité, et puis je crois que c'est la clarté du cadre dans lequel on agit. Je crois que quand on fait du politique, et je crois que le politique est important, parce que la solution ne viendra jamais de l'humanitaire. Quand on parle de militaire, on doit être clair sur le militaire. Mais quand on parle d'humanitaire, l'humanitaire, c'est pas la charité. L'humanitaire, c'est pas la bonne action. L'humanitaire, c'est un cadre juridique, c'est un mode de fonctionnement, ça a des principes, ça a des règles. Et jusqu'à présent, et on le voit régulièrement, c'est le seul cadre possible pour donner un minimum de dignité aux gens. Et je refuse ce substitut de l'humanitaire pour l'absence de politique et de militaire. Une dernière question, Fabrizio Carboni. Vous avez vu comme nous qu'il y avait eu un changement à l'ONU avec des Américains qui ne sont plus en mode veto pour l'instant, en tout cas, mais qui s'abstiennent. Est-ce que pour vous, ça reste quand même un signe intéressant et que vous avez espoir d'un cessez-le-feu là, ou est-ce que l'expérience à Gaza vous apprend que même ce genre de signes qui font un peu bouger les lignes ne disent rien de ce qui se passera demain, après-demain, à la fin de la semaine, à la fin du Ramadan? Je crois que l'espoir, aujourd'hui, on doit s'y accrocher parce qu'il n'y a plus que ça. Ceci étant dit, je crois que c'est important, cette résolution, les termes de la résolution. Et puis, je disais il y a quelques instants que je regrettais que le droit des conflits armés ne soit pas plus au centre de la réflexion. Maintenant, je dois reconnaître aussi que le langage du droit des conflits armés et du droit humanitaire est de plus en plus présent. Et ce serait injuste de dire que dans cette résolution et dans toute l'activité politique autour de cette résolution, il n'y a pas des considérations humanitaires qui n'étaient pas présentes il y a quelques semaines ou quelques mois. Ceci étant dit,
L'humanitaire ne va pas résoudre le problème. L'humanitaire, on achète du temps pour le politique et le militaire. La solution ne viendra pas de l'humanitaire. On vous a entendu, Fabrizio Carboni, vous êtes le directeur Moyen-Orient du Comité international de la Croix-Rouge. Merci beaucoup. Merci à vous. Le 18-20, Fabienne Synthèse, sur France Inter. La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Vous verrez qu'en Chine, les enfants pourraient n'être autorisés qu'à 40 minutes d'écran par jour et pas plus. Et pour aller jusqu'à 19h, l'équipe habituelle du jeudi, Kevin Dufresne, sous les radars. En Inde, où un candidat aux législatives s'apprête à perdre sa 239e élection. Le Monde à 18h50, Franck Madvon. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. La société de médias de Trump cartonne à la bourse de New York et on verra qu'il y a des raisons politiques à ce succès. Et la tech, la première, est Stéphane Jourdain. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Fabienne. Est-il vrai que les patrons des géants de la tech mettent leurs enfants dans des écoles sans écran ? On va voir si c'est une légende urbaine. Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète continue. Il reste à Paris, tiens, mais avec des accents british des années 70. Olin Jones, Bewitched Me, sur France Inter. Vous êtes dans Un jour dans le monde. Le reportage nous emmène en Chine ce soir puisque nous sommes dans une journée smartphone sur France Inter. Vous savez peut-être que la Chine a lancé une véritable guerre pour protéger les enfants addicts au téléphone portable et aux jeux vidéo. Les autorités chinoises sont en train de mettre en place des mesures parmi les plus strictes du monde, à la chinoise. Donc, évidemment, cette politique fait débat et le reste, c'est Sébastien Berriot qui raconte. Dans le cabinet de cette psychologue pour enfants, dans le quartier de Dongzhemen, les visites s'enchaînent. Dans la salle d'attente, beaucoup de jeunes patients ont un point en commun, l'addiction aux écrans. Qian Qiushe, la psychologue. Les parents sont très angoissés parce qu'ils ne peuvent plus contrôler leurs enfants. Ça affecte leur vie et leurs études, surtout entre 12 et 15 ans. Ça peut même en conduire certains à abandonner l'école. Ils sont devenus accros comme des consommateurs de drogue. Les familles se retrouvent bien souvent désemparées face à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans la société chinoise, comme en témoigne cette grand-mère d'une fillette de 10 ans. Ma petite fille a joué au jeu Mini World avec mon portable. Ça a duré 3 ans. Elle a dépensé plus de 400 €. J'ai fini par le découvrir en constatant des paiements sur mon téléphone. À cause de ce jeu, elle n'a pas bien travaillé à l'école, ses yeux sont abîmés et maintenant elle doit porter des lunettes. Pour faire face, le gouvernement chinois
a opté pour la manière forte. L'administration du cyberespace a dévoilé l'été dernier un projet avec une première mesure radicale, le blocage des téléphones portables pour tous les mineurs de 22h à 6h du matin. La durée quotidienne de connexion sera également limitée, 40 minutes par exemple pour les moins de 8 ans et 1 heure maximum pour les 8-16 ans. Un projet qui va dans le bon sens pour cette mère de famille. Je soutiens ces mesures parce que dans mon entourage, certains enfants se cachent sous la couverture le soir et utilisent l'écran très tard. Le lendemain, ils sont fatigués à l'école. Je trouve que ces mesures sont appropriées. Mais cette réglementation très stricte est-elle vraiment efficace? Eh bien, pas forcément pour la psychologue Chen Qiushi. Les mesures forcées entraînent un état d'acceptation obligatoire, mais ça n'aide pas l'enfant à gérer ses émotions et ça ne règle pas la dépendance aux écrans. Je pense qu'il faut traiter le problème sur le fond. Si on considère l'écran comme une personne très proche et que tout à coup cette personne n'existe plus, il faut un soutien pour faire face à cette séparation. Les plus hostiles à ces interdictions de portable, ce sont les adolescents. À la sortie de ce lycée de Pékin, les réactions vont toutes dans le même sens. Je passe beaucoup de temps en ligne, plus de 12 heures par jour le week-end, 5 heures par jour la semaine, seulement pour regarder des vidéos et des dessins animés. C'est une partie essentielle de ma vie. Et si c'est interdit, de toute façon, je trouverai d'autres solutions. Avant, j'ai déjà utilisé la carte d'identité de mes parents pour me connecter. Je suis contre ces mesures. Sans Internet, je ne peux pas vivre. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas changer mes habitudes à cause de cette politique. Qu'ils s'occupent de leur vie et pas de la mienne. À l'école, nous avons beaucoup de pression et de devoirs. Nous avons peu de temps pour nous amuser. Si on réduit ce temps de loisir, nous serons déprimés et cela pourra augmenter les taux de suicide. Et ce père de famille, lui non plus, ne voit pas l'utilité de cette politique. Ces politiques sont redondantes. Ça sert à quoi? Il n'est pas nécessaire de mettre en place une politique globale alors que chaque enfant est un cas à part. Moi, je ne suis pas inquiet. Mon fils travaille bien et il peut jouer autant qu'il le souhaite. Mais le gouvernement chinois entend bien mettre en place toutes ces mesures anti-écran pour protéger sa jeunesse. Selon un rapport officiel de 2021, 24 millions de jeunes Chinois sont considérés comme addicts à l'Internet. Est-ce qu'interdire, c'est protéger? Vous avez 4 heures. Sébastien Berriot pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et nous sommes d'abord en Colombie qui expulse des diplomates argentins. On ne sait pas encore combien exactement, ni si l'ambassadeur lui-même est concerné, mais on connaît les raisons du courroux de Bogota. Une nouvelle sortie de Javier Milei dans une interview donnée à CNN. Con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. On ne peut pas attendre grand-chose d'un assassin terroriste communiste. Voilà comment le président ultralibéral argentin a qualifié son homologue colombien Gustavo Petro, ancien guérillero, élu président il y a 1 an et demi, premier président de gauche de la Colombie. Une nouvelle déclaration parce qu'il avait tenu des propos similaires déjà en janvier qui, je cite, affectent les relations historiques de fraternité entre les deux pays, dit le ministère colombien des Affaires étrangères, qui estime que les expressions du président argentin portent atteinte à la dignité de Gustavo Petro, qui lui-même n'a pour l'instant pas fait de commentaires. Et nous voici en Slovaquie où une longue traque a pris fin. Et celle de cet ours qui, il y a 3 semaines, a blessé 5 personnes, dont 2 gravement, en plein centre d'une petite ville touristique. Le gouvernement avait décrété l'état d'urgence localement et sorti les grands moyens pour retrouver la bête de 70 kilos. Le ministre de l'Environnement a annoncé lui-même que l'ours a été abattu mardi soir, retrouvé grâce à l'utilisation d'un drone biométrique. Sauf que l'opposition de gauche au gouvernement nationaliste affirme que c'est le mauvais animal qui a été tué. Ce nouvel incident impliquant un ours est en effet une affaire politique dans le pays. Le gouvernement vient de présenter un projet de loi promettant d'abattre plus facilement les ours qui rôderaient près des zones urbaines. Certains dans le camp populiste plaident même pour revenir sur le statut d'espèce protégée des ours en Slovaquie. Et puis Kevin, nous sommes en Inde, en pleine campagne électorale. Oui, les législatives commenceront le 19 avril. 970 millions d'électeurs appelés aux urnes. Le Premier ministre Narendra Modi et sa coalition nationaliste hindoue sont les grands favoris du scrutin. Lui n'est pas favori du tout. Mieux encore,
Il ne veut pas l'être. Je vous présente K. Padmarajan. Il a 65 ans, il vit à Mettur, dans le sud du pays, où il tient un atelier de réparation de pneus. Mais il est surtout connu pour avoir à son actif 238 défaites électorales, toutes élections confondues. Celui qui est surnommé le roi des élections arbore une très belle moustache et explique tranquillement à l'AFP qu'il a rencontré, qu'il est toujours heureux de perdre. La première fois qu'il s'est présenté, c'était en 1988, juste pour prouver qu'une personne ordinaire, dit-il, peut se présenter aux élections. Aujourd'hui, il se sert de sa petite notoriété pour inciter les Indiens à aller voter, même si ce n'est pas pour lui. Donc, Padmarajan intervient aujourd'hui dans des universités pour parler de résilience et des vertus de l'échec. Et il conclut avec humour: si je devais gagner un jour, je ferais une crise cardiaque. Eh ben, c'est très dangereux cette phrase. Kevin Dufresne, merci beaucoup. Vous partez avec Monsieur Doumani. Il est de Chypre et régulièrement, Djoubaka, qui programme cette émission, le met pour m'obliger à prononcer le titre, qui est donc Alavrosti Chiotis, ou pas loin. Bravo. Pas sûr. Doumani, je ne prononcerai pas deux fois le titre de cette chanson, il la vise à Djoubaka. Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, aux États-Unis, la société de médias de Donald Trump a démarré sur les chapeaux de roue cette semaine à la bourse de New York. Et ce soir, vous nous expliquez pourquoi ce succès étonnant doit être lu comme un baromètre politique. Mais vous le savez, Fabienne, une campagne électorale américaine, c'est aussi une bataille financière. Or, dans les sondages, Donald Trump conserve une petite avance sur Joe Biden, mais à la banque, l'homme d'affaires est largement battu. Le président démocrate dispose de plus de 70 millions de dollars, plus de 2 fois la cagnotte de son prédécesseur. Ce soir à New York, d'ailleurs, Biden participe à son plus gros événement de levée de fonds depuis le début de la campagne, aux côtés de Barack Obama et de Bill Clinton. Côté Trump, les frais judiciaires ont plombé les caisses de campagne. Le républicain doit répondre à des inculpations dans 4 affaires pénales. Ses avocats lui coûtent une fortune et il a déjà été condamné à de lourdes amendes au civil. Il doit payer d'ici une semaine 175 millions de dollars de caution en garantie d'une somme de près d'1,5 milliard pour fraude financière. Mais
mais l'homme d'affaires a un atout, la cotation de sa nouvelle société de médias, DJT, DJT à l'américaine, autorisée vendredi et lancée cette semaine. Le groupe chapeaute le réseau social créé par Trump après les émeutes du Capitole en 2021, Truth Social, et cette entrée en bourse est effectivement un triomphe. Et alors l'action effectivement a fortement grimpé depuis mardi. Oui, plus 30% environ en 2 jours. Le titre baisse un peu aujourd'hui, mais reste à un niveau élevé. Hier soir, la société Trump Media a été valorisée à plus de 9 milliards de dollars. Donald Trump en détient plus de 5 milliards, ce qui en fait virtuellement une des 500 personnalités les plus riches au monde. Alors une telle valorisation paraît absurde. Truth Social n'a généré que 3,5 millions de chiffre d'affaires l'an dernier pour des pertes avoisinant les 50 millions de dollars. C'est un petit réseau social qui compte 5 millions d'utilisateurs par mois. En comparaison, ils sont 215 millions sur X, l'ancien Twitter. Trump lui-même a 12 fois moins d'abonnés sur Truth Social que sur X. Alors, qui s'arrache les actions DJT ? Eh bien, de petits investisseurs ont fait monter le titre. Ils achètent du Trump en misant sur son élection en novembre. Si le républicain l'emportait, Truth Social attirerait à la fois plus d'utilisateurs et plus de pubs. C'est leur pari. Pour beaucoup de boursicoteurs, c'est aussi un moyen de soutenir leur champion avec le portefeuille. Donc ça veut dire que la valorisation de Trump Media est en partie politique. Ouais, c'est certainement une bulle qui peut prendre son temps avant d'éclater. En tout cas, la cotation ne répond pas aux critères classiques des investisseurs. L'action est portée par les fans de Trump. Le candidat républicain peut espérer convertir le phénomène en cash. Il en a besoin pour mener la bataille présidentielle, on l'a dit. Et puis, l'argent, la réussite sont pour lui des arguments de campagne. Mais il doit normalement attendre un délai de 6 mois après l'entrée en bourse pour pouvoir vendre ses actions, à moins que son conseil d'administration ne lui accorde une dérogation. C'est possible, il y compte de nombreux alliés, dont son fils. Ça aide. Alors on peut tirer quelques enseignements de cette entrée en bourse. La marque Trump reste forte. Le milliardaire a décidément de la ressource. Attention au conflit d'intérêts s'il garde le contrôle de la société. Et puis tout de même, Wall Street marche parfois sur la tête. Franck Maddevon, merci beaucoup. Le jeudi, c'est la tech la première et c'est Stéphane Jourdain. France Inter, le 18-20. Et Stéphane, puisque c'est la journée tous accros au smartphone et aux écrans sur France Inter, vous allez tenter de vérifier avec nous s'il est vrai, comme on le dit souvent, sans trop savoir d'ailleurs d'où ça vient, que les boss de la tech aux États-Unis ont scolarisé leurs enfants dans des écoles sans écran. Oui, c'est une affirmation, Fabienne, qui circule beaucoup, en tout cas chez les parents. Les géants de la tech ont choisi des écoles sans écran pour leurs enfants. Ces écrans les ont rendus riches et célèbres, mais pour leur progéniture, nada. Cette histoire fait le tour du monde depuis des années. Dans la Silicon Valley, la capitale de l'informatique, une école dit non aux ordinateurs. C'est incroyable en plein 21e siècle. Tous les grands ponts de Google, Apple, Facebook mettent leurs enfants dans cette école, qui a une petite particularité, c'est qu'elle est complètement déconnectée. Beaucoup des grands noms de la tech, comme Bill Gates ou Steve Jobs, sont devenus célèbres pour les restrictions strictes qu'ils imposent sur l'utilisation des écrans à la maison. Donc cette histoire, Stéphane, elle vient d'où ? Alors d'un article du New York Times 2011, son titre, cette Silicon Valley qui ne s'assoit pas derrière un ordinateur. Les cadres d'eBay, Google, Apple, Yahoo, nous dit cet article, envoient leurs enfants dans une école où on trouve stylo, papier et aiguilles à tricoter, mais 0 ordinateur et aucun écran. Cet article va générer des sujets dans le monde entier pendant des années et encore récemment sur cette école sans écran, la Waldorf School of the Peninsula, une école privée, $30,000 l'année qui applique une méthode controversée. Dans cette école, par exemple, les enfants apprennent à lire plus tard pour privilégier d'abord leur développement manuel et artistique. C'est une petite école, 9 classes, un peu plus de 300 élèves, vraiment pas grand-chose rapporté aux 500 000 enfants scolarisés dans la Silicon Valley. Tellement microscopique que Le Monde parle de légende urbaine à propos de cette histoire d'enfant de la tech qui serait élevé sans écran. Donc ça veut dire que cette école dont vous nous parlez est complètement isolée en fait. Pas tant que ça, car les écoles privées pour très riches pullulent dans la Silicon Valley. Ramenées à la population, il y en a 5 fois plus que dans la ville de New York. Et dans ces écoles, en général, on éloigne les écrans. C'est ce qu'Olivier Alexandre, sociologue au CNRS qui a arpenté la région de San Francisco pendant des années, appelle le paradoxe de la Silicon Valley. Il y a un paradoxe qui est intéressant de voir que
que ces écoles privées, elles ont souvent moins d'équipements techniques et elles font moins rentrer la technique tôt dans le processus de formation et de pédagogie. C'est-à-dire par exemple, il y a des écoles publiques qui ont été équipées par le PDG de Salesforce qui a équipé de nombreuses écoles publiques d'ordinateurs pour permettre aux élèves d'avoir accès à l'informatique. Versus beaucoup d'écoles privées qui ont interdit l'usage des écrans dans les murs de leur enceinte éducative. Et évidemment, les patrons de la tech mettent plutôt leurs enfants dans ces écoles privées. Or, plus on se rapproche du cœur de la Silicon Valley, plus il y a d'écoles privées, explique Olivier Alexandre. Vous regardez Palo Alto, par exemple, vous avez une vingtaine d'écoles publiques, vous avez 33 écoles privées. C'est considérable. Moins d'écrans dans les écoles privées, plus d'écrans dans les écoles publiques, forcément, le fossé se creuse. On a connu de nombreux cas de programmes pilotes dans lesquels on a équipé des écoles et des enfants issus de catégories modestes en pensant que justement ça allait égaliser les conditions et permettre des succès. En réalité, ça a plutôt aggravé les inégalités. Et alors à la maison, Stéphane, chez les géants de la tech, on retrouve cette méfiance vis-à-vis des écrans ? Eh ben ça dépend. Écoutez comment cet ancien vice-président de Facebook parle des écrans et des réseaux sociaux dans une conférence publique. Moi, j'ai le droit de ne plus utiliser cette merde, et je peux décider que mes enfants n'ont pas le droit d'utiliser cette merde. Mais tout le monde doit mener sa propre introspection et décider ce qu'il va faire, car vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous êtes programmé. Mais cette méfiance est loin d'être générale. Voici Elon Musk, il sait de quoi il parle, il a 10 enfants. Est-ce que vous limitez le temps d'écran de vos enfants sur les réseaux sociaux ? Je ne cherche pas à limiter le temps que mes enfants passent sur les réseaux sociaux. Je pense que ce serait une erreur, mais il faudrait peut-être que je m'y mette un peu plus. En fait, la plupart de ces célébrités du monde de la tech n'ont pas décidé d'élever leurs enfants sans écran, mais en encadrant strictement ces écrans. Bill Gates proscrit bien les téléphones, mais seulement à table. Les enfants de Johnny Ive, le designer en chef d'Apple, n'ont pas accès à l'iPad s'il n'y a pas d'adulte à côté. Suzanne Wojcicki, ancienne PDG de YouTube, limitait bien le temps d'accès de ses enfants au smartphone, mais ils avaient des smartphones dès l'âge de 11 ans. Et donc, pour Olivier Alexandre... La question, c'est pas l'exposition, la non-exposition aux écrans. Les écrans, c'est juste un moyen qui est conditionné à comment on y est socialisé et comment ça devient pas un handicap, mais plutôt une ressource. Ces écoles privées, une des conditions, c'est l'investissement des parents. Suzanne Wojcicki, compagne de Larry Page, le fondateur de Google, qui a été très longtemps PDG de YouTube, qui disait que tous les soirs, à 6h30, elle était chez elle et s'occupait de ses enfants pendant 2 heures. Ça, c'est quelque chose qui est impossible pour les travailleurs pauvres de la Silicon Valley, qui ont des horaires extrêmement contraignants et qui, bien souvent, sont obligés de vivre à 1 heure, parfois 2 heures de leur lieu de travail. En résumé, il n'y a pas de complot caché des patrons de la tech, mais ils se méfient des écrans et eux ont les moyens d'en contrôler l'usage pour leurs enfants. Et merci beaucoup Stéphane Jourdain. Le 18-20, la suite, c'est d'abord le journal d'Hélène Philly, celui de 19h, juste après le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18-20, on y retourne justement à notre contribution à la journée smartphone de France Inter. C'est de savoir si vous savez dompter le vôtre sans vous laisser manger. Et ça part fort. Annie de La Rochelle, je ne suis pas addict. Le téléphone est à mon service et pas l'inverse. À partir de 20h30, il est coupé. Je ne suis pas accro à mon smartphone, écrit Serge. Je le dompte. Je me refuse à manger seul, par exemple avec mon portable et scroller pour ne pas sembler m'ennuyer comme la plupart de mes collègues que j'observe halluciner. Je ne dors plus avec dans ma chambre depuis 2017. Nathalie par mail pour ma maman âgée et en EHPAD en 2020, confinée dans sa chambre. Son téléphone portable a été un lien vital. Moi-même confiné et ne pouvant lui rendre visite, nous avions rendez-vous quotidiennement à distance pour une séance de discussion, puis même une séance de gym. Sa mère est morte aujourd'hui. Le téléphone a été un vrai soutien et un lien qui me manque encore aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Tout le monde, le numéro c'est le même, vous le connaissez, 01 45 24 7000.